Bonjour à tous et à tous. Alors, en cette période automnale d'octobre, on va parler du sabbat qui approche à grands pas, qui est le sabbat de Samhain. Alors, juste une petite note, je prononce Samhain. Je sais que la plupart des gens prononcent Samhain, tout simplement parce que ça s'écrit Samhain, mais vu que c'est un mot gaélique, et que les mots gaéliques ne se prononcent jamais comme ils s'écrivent, en fait ce mot-là, techniquement, il se prononce Samhain. Après, si je le prononce comme ça, c'est pas par snobisme, c'est parce que c'est comme ça que je l'ai appris. Donc que ça ne vous choque pas, Samhain pour moi c'est Samhain. Voilà. Je vais mettre un petit peu la caméra. On va la recentrer un petit chouille. Voilà. Alors, aujourd'hui on change un petit peu de décor, on passe dans une pièce décorée pour la circonstance, peut-être plutôt de ce côté-là, ce sera plus simple. Parce que c'est une fête qui est extrêmement importante, c'est l'un des sabbats les plus connus, les plus fondamentaux des pratiques magiques, sorcières et compagnie. Donc, c'est pas pour rien que cette vidéo risque d'être un petit peu longuette, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Vu que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai prévu mon anti-sèche, parce que sinon je vais pas me souvenir de tout. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, et on va se lancer là-dedans. Donc il faut savoir que Samhain, comme la plupart des sabbats, c'est une fête celte. Alors généralement aujourd'hui on la fête le 31 octobre jusqu'au 1er ou 2 novembre en général. C'est ces 3 jours-là qui sont peut-être les plus importants, les plus fondamentaux, les plus retenus. Ceci dit, généralement c'était une fête qui se fêtait sur 7 ou 9 jours. C'était plus une période qu'une fête ponctuelle à proprement parler. Donc si vous en avez envie, vous pouvez vous aussi le fêter sur 9 jours. Donc la plupart du temps, on prend les 3 jours centraux que sont le 31 octobre, le 1er et le 2 novembre. On rajoute 3 jours avant et 3 jours après. Pour ceux qui veulent le faire en 7 jours, on fait exactement le même principe, mais pour un total de 7. Je ne vais pas vous prendre pour des jambons non plus, vous êtes capable de le faire. Donc cette fête-là, elle marque le début de la nouvelle année. Chez les Celtes, c'était probablement, même si on n'a pas de racines et de sources extrêmement définitives, certaines, fiables à 100%, c'était très certainement la nouvelle année parce que c'était une période de renouveau, de bilan et qu'elle était fêtée aux premières gelées. Donc il n'y avait pas de date vraiment fixe, c'était plus une histoire de temporalité. On l'a fêté aux premières gelées. C'était la dernière moisson, donc on ramassait les derniers fruits, les champignons, tous les cadeaux de la terre, les racines, etc. Et on abattait les bêtes, donc le sang coulait à flot. Du coup, cette fête a pris des associations avec la mort, forcément, puisque c'était une période de mort. On est d'accord. Donc c'est l'époque pendant laquelle le voile entre les mondes, et particulièrement entre notre monde et le monde des défunts, le monde des morts, est le plus fin. Donc les esprits, tout ce qui est élémentaux, êtres divins, etc., sont capables de marcher sur Terre aux côtés des vivants sans avoir été convoqués. Donc là, on peut communiquer avec les morts sans passer par le spiritisme ou la nécromancie, puisqu'ils sont déjà présents naturellement à nos côtés. Donc c'est un moment très propice pour rentrer en communication avec eux, évidemment. La nuit de Samhain, elle est vue en général comme un moment. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe quand on ne met pas son téléphone en silencieux, n'est-ce pas? Ça c'est mal. Donc je disais que cette nuit-là était un moment très propice, notamment à la communication avec le petit peuple, parce qu'on dit que, comme à Beltane, c'est un des moments où il intervient le plus dans la vie des hommes, alors en bien ou en mal, parce qu'on sait que ça peut être assez farceur, ce genre de choses. Et en cette période de l'année, c'est plutôt dans le sens trublion, blague, etc., etc. Donc la mort, on la célèbre comme un passage de la vie, avec une vision qui est toujours positive et qui est dénuée d'aspect morbide. On ne craint pas la mort du tout, au contraire. On essaie de la comprendre pour justement enlever l'aspect craintif qu'on peut avoir. Donc jadis, c'était le moment d'engranger, de faire des provisions pour l'hiver annoncé, donc annoncé par ses premières gelées, Winter is coming. Et donc ça marque un point de passage d'un ancien cycle vers un nouveau, toujours, avec une préparation au changement, évidemment. C'est pour ça que c'est pertinent en tant que premier jour de la nouvelle année. Donc c'est un moment joyeux, de rassemblement, autour d'un festin souvent.
suivi de contes autour d'un feu de cheminée. Donc toutes ces choses-là qui vont rassembler les proches dans un cocon. Contrairement à Lunasa où on est dans l'explosion avec les amis, avec les gens de passage ou en rencontre, etc. Sowin, on commence à rentrer dans la saison sombre et donc à se refermer sur la famille. Toute cette saison sombre, on la passe vraiment avec ses proches. Donc on répandait les cendres des feux de cheminée dans les champs pour les protéger évidemment du gel et puis pour les fertiliser aussi puisque la cendre a un pouvoir fertilisant. Le feu de joie qui n'était pas souvent tenu à l'extérieur mais plutôt à l'intérieur, même s'il y a eu quelques feux de joie extérieurs, tout dépendait du climat, n'est-ce pas? Donc le feu de joie c'était une étincelle de lumière au cœur des ténèbres grandissantes. On y brûlait aussi des effigies de choses négatives pour les tenir à l'écart. D'ailleurs on le retrouve encore aujourd'hui en Angleterre, ma robe tombe, donc il va falloir se faire à l'idée que je vais passer la moitié de la vidéo à la remonter. Non, on a un petit vase bleu. Donc on retrouve encore cette idée dans l'effigie de Guy Fawkes qu'on jette dans le feu au 31 octobre. Bon, lui c'est parce qu'il a voulu cramer le Parlement, mais on retrouve quand même cette idée-là, toujours. Donc il faut garder à l'esprit quand même que malgré l'histoire axée autour de la mort, ça reste une nuit joyeuse. On fait des farces, des jeux en tout genre pour dissiper justement la peur de la mort. On s'en moque un petit peu de la mort en fait. Donc les enfants vont de porte en porte pour réclamer des douceurs et des sucreries en menaçant gentiment d'un mauvais sort. Donc ça c'est une résurgence de la charité qui s'opérait à cette époque-là où les plus pauvres allaient frapper aux portes pour réclamer un petit peu des récoltes des plus riches. Et cette époque-là on n'avait pas le droit de refuser les gratitudes. Donc évidemment, puisque c'est lié à la mort, il est temps d'honorer les défunts. Alors par des prières, par des offrandes, par des pensées, par des décorations, peu importe. On allume des bougies dans chaque pièce de la maison et à l'extérieur, souvent sur le rebord des fenêtres, pour guider leurs esprits à venir nous rejoindre. Et le plus grand rituel, on va dire, lié aux défunts, c'est le souper silencieux. Donc un repas qu'on fait en silence en leur laissant une place à table, donc avec une chaise, avec une assiette pleine de nourriture, et qu'on accomplit donc totalement en silence, sans un mot, pour ne pas les effrayer et pour qu'ils se sentent à l'aise et à leur place. Parce que les esprits n'ont pas de voix, en général, selon la tradition. On creuse aussi des visages grimaçants dans des lanternes citrouilles. Alors pourquoi des visages grimaçants? Ça c'est pour éloigner les mauvais esprits. On part du principe que nos esprits à nous, ils nous connaissent, donc ils rentreront quelle que soit la décoration. Par contre, les mauvais esprits qui seraient tentés de nous enquiquiner un petit peu, en voyant les visages dans les citrouilles, ils se disent « Ouh là là, cette maison, ils n'ont pas très envie de la voir avec eux, alors je vais passer mon chemin. » Voilà, c'est l'idée générale. Dans la tradition, il faut savoir qu'on ne creusait pas des citrouilles, on creusait des navets. Mais un navet, ça tient moins bien debout et puis c'est moins rigolo à creuser que les citrouilles. Donc on fait également des offrandes de nourriture et de boissons aux esprits, donc pendant et après le souper silencieux. Donc évidemment, il y a l'assiette qu'on leur laisse. On la mange pas, cette assiette. On la jette pas à la poubelle non plus. On est d'accord? On la met dans le jardin. Et on l'enterre le lendemain. Une offrande, on la passe pas chez les éboueurs après. Donc on peut édifier aussi une porte symbolique vers l'ouest, donc une porte qu'on va faire avec une bougie noire et une bougie blanche par exemple, ou deux bougies noires ou deux bougies blanches, enfin, vous suivez votre intuition. Donc vers l'ouest parce que l'ouest est associé aux éléments eau, donc l'eau qui est associée aux émotions, à l'intuition, à tout ce qui va venir du cœur, et à l'ouest qui est traditionnellement la direction de l'autre monde. Donc cette porte, elle va permettre aux défunts de venir en visite pour une nuit. Donc on peut la faire symboliquement pour les guider encore plus. Alors il y a une légende qui raconte également que c'est pendant la nuit de Samhain que la chasse sauvage parcourt les cieux. Donc cette chasse sauvage est une grande cavalcade d'esprits errants qui chevauchent pour faucher les âmes perdues et les ramener, les reconduire chez elles. Alors cette chevauchée, elle est généralement présidée par un cavalier très célèbre à sa tête. Alors ça peut être Erne, ça peut être Gwynplaine, ça peut être le roi Arthur même, bref, en tout cas c'est une figure illustre que l'on entend. Alors on l'entend pas évidemment en centre-ville, si vous voulez entendre la chasse sauvage, allez en forêt la nuit.
ouais, la forêt la nuit, c'est... faut être accroché, quoi. Sachez que la journée, les animaux, ils ont peur de vous. La nuit, ils en ont rien à foutre de vous. Donc si vous avez un blaireau qui vous marche sur les pieds, c'est normal en pleine nuit. Voilà, vous êtes prévenus. N'y allez pas tout seul. Ou si vous voulez vous faire peur. Donc, du côté des activités, qu'est-ce qu'on peut faire à Samhain? Comment on célèbre ça? Alors évidemment, il faut profiter de la finesse du voile entre les mondes. Donc c'est un moment très propice pour honorer les défunts, on l'a dit, pour communiquer avec eux. Alors en général, on commence par ceux qui sont décédés le plus récemment, donc dans l'année, et on remonte dans le temps à l'inverse chronologiquement. On les nomme, on les accueille, on les honore par le souvenir. On soulage le chagrin en fait, hein, vraiment. Ça les fait revenir à la joie. On peut bénir les naissances aussi, grâce à eux, les naissances de l'année. Hein. Les rencontres qu'on a faites dans cette année, tous les aspects positifs en fait qui sont venus dans cette année-là. Tous les aspects positifs viennent pas, j'ai n'importe quoi. Non, m'écoutez pas. Donc tous les aspects positifs survenus dans l'année, on peut les faire bénir par les esprits qui reviennent justement par l'amour de nos proches disparus. Alors, comment est-ce qu'on honore les défunts? On aménage souvent pour eux un espace. Alors, sur l'autel ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Ça n'a pas grande importance, faites ce que vous voulez. Avec des bougies qu'on va allumer en leur honneur, des photos, des objets qui leur ont appartenu, des représentations symboliques de la mort, comme des sabliers, des os, des plumes noires. Voilà, toutes ces choses-là qui vont évoquer la mort. On peut leur mettre des fleurs aussi, hein, ça reste une tradition bien établie. Alors évidemment, on communique toujours avec eux en les priant de venir, on ne les convoque pas. C'est pas une séance de spiritisme, on l'a vu. Hein. Donc ils sont invités et pas invoqués. Donc ça c'est important. Hein. Donc c'est un moment aussi idéal pour évidemment toutes les formes de divination. Y compris et surtout les divinations qui rassemblent, genre les feuilles de thé par exemple, hein, tout ce qui est qu'on peut faire à plusieurs. Et tous les rituels sont permis puisque cette nuit-là, les actions magiques sont renforcées et que les pouvoirs et les énergies s'accumulent donc pour la nouvelle année à venir. Donc en fait, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez. Donc on va creuser des lanternes en citrouille, ça c'est très rigolo à faire. Si vous deviez retenir qu'une seule activité, ce serait celle-là, parce que c'est franchement sympa à faire. Attention aux doigts, ça fait mal. On allume des feux, on allume des bougies, on s'entoure de lumière en fait. Alors se costumer, c'est pas seulement un délire d'Halloween, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer à votre fête de Samhain, parce que c'est un moyen d'honorer par mimétisme les esprits des autres mondes. Donc en écho à ça, vous pouvez très bien vous costumer, faire des fantaisies. Pourquoi pas utiliser justement des costumes traditionnels avec des vêtements anciens, sortir un petit peu du traditionnel, je suis déguisée en aussi. Vous pouvez très bien, par exemple, ressortir la vieille robe en dentelle de votre grand-mère décédée et la mettre. C'est pas quelque chose de morbide, au contraire, c'est lui faire honneur en la faisant revivre, cette robe. Donc voilà, quelques petites idées dans ce genre-là. Ou si vous n'avez pas de vêtements appartenant à vos grands-parents, rien ne vous empêche de vous habiller dans le style. Donc on l'a dit aussi, en écho aux pratiques de charité, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les accompagner pour faire du porte-à-porte, réclamer des bonbons, des friandises. Vous pouvez même le faire si vous êtes ado, ça marche très bien, c'est très rigolo. C'est des moments joyeux. Si on a des voisins sympathiques, ça peut être même vraiment sympa à faire. On joue à des jeux comme l'apple bobbing aussi, hein, qui consiste à attraper uniquement avec les dents des pommes qui flottent dans l'eau du chaudron, par exemple. Alors c'est beaucoup moins évident qu'il n'y paraît, hein. C'est très difficile à faire, il vaut mieux avoir les dents et rien à. Donc là, le costume des vampires, il peut servir. Donc en tant que nouvelle année, Samhain, c'est aussi le temps des bilans, où on va se débarrasser des choses gênantes et devenues inutiles dans nos vies, pour avancer avec le cœur plus léger. Donc c'est l'occasion aussi de préparer un dîner familial, toujours, hein, autour duquel on va se rassembler, l'occasion de participer à des jeux divinatoires. Donc je vous l'ai dit, la tassomancie, c'est best of the best. Mais toutes les divinations ancestrales, la divination par les pommes, par les feuilles de basilic qu'on jette dans le feu, etc., etc. On raconte des contes à la veillée autour de l'âtre, autour des bougies. On n'allume pas la télé, en général. Hein, les lumières des bougies, c'est plus sympa quand même. En méditation, c'est aussi le moment idéal pour aller à la rencontre de nos peurs, de nos aveuglements, de la négativité, des questions non résolues.
Alors c'est pas des moments faciles, on est d'accord, c'est pas rigolo du tout, mais c'est nécessaire pour avancer. Niveau nourriture, qu'est-ce qu'on mange? On mange tout ce qui est de saison, évidemment, et de préférence des choses qui viennent des entrailles de la terre. Donc tout ce qui est champignons, pommes de terre, citrouilles, potimarron, potirons, cucurbitacées en général, choux, carottes, haricots, pois, lentilles, navets, poireaux, châtaignes, noix, raisins, pommes, grenades, voilà tout ce qui est de saison, tout ce qui vient vraiment de dehors, quoi, en général. Alors au niveau décoration, les couleurs évidemment orange et noir en tête. On rajoute également des nuances de brun. On peut même mettre des nuances de vert, mais on va prendre le vert conifère, le vert très sombre, le dernier vert qui reste dans la nature. En fait, regardez dehors, voyez les couleurs que vous avez. C'est le orange des feuilles d'automne, c'est le noir de la nuit qui tombe plus tôt qu'avant, c'est le brun des feuilles mortes et de la terre à nu. Voilà, donc c'est vraiment les couleurs de l'extérieur. Donc au niveau de la décoration de l'hôtel, évidemment, vous avez les citrouilles. Alors qu'elles soient sculptées ou non, vous pouvez très bien en mettre des toutes petites. Il y a des mini jacks qui sont super jolies, qu'on peut mettre sur l'hôtel. En plus, si vous magnétisez un peu, c'est très facile de les conserver. On va mettre des marrons, des châtaignes, des pommes, des raisins, des branches de lierre et des branches de sureau. Ce sont vraiment les deux essences d'arbres qui sont les plus prisées. Rappelez-vous que le sureau, on ne le cueille pas comme ça. On demande la permission. On peut ajouter des symboles de mort, donc tout ce qui est sablier, os, plumes noires, des objets et des photos ayant appartenu à des défunts. On peut ajouter des représentations d'animaux qui sont liés aux autres mondes, donc des animaux psychopompes ou des animaux liés à la mort. Chouettes, chauves-souris, corbeaux, cerfs, phalènes, chats, pourquoi pas. Évidemment, l'élément qui tient la place la plus primordiale à Samhain, c'est l'eau. On a vu pourquoi. Donc on peut en mettre dans le calice, on peut carrément en mettre dans le chaudron si on veut, parce que le chaudron est aussi très important. C'est le chaudron de Kéridoine, le chaudron de renaissance, de mort et de renaissance. On garde évidemment une place privilégiée pour les offrandes aux défunts et aux esprits. Alors, il faut savoir que à cette époque, la maison tout entière peut être décorée, surtout si on couple les festivités de Samhain avec celles d'Halloween. C'est pas antagoniste, c'est pas quelque chose de contradictoire, puisque Halloween, c'est vraiment la dernière chose qui nous reste de Samhain. Donc, au contraire, il n'y a aucun aspect religieux dans Halloween, donc on peut faire de la neutralité de cette fête une célébration de Samhain à part entière, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que la toile d'araignée occupe une place de choix, non pas parce que ça fait peur, et que c'est creepy, et que c'est sale, et que... Non, tout simplement parce que l'araignée, c'est un symbole de la connexion, surtout dans sa toile. Donc on est loin de l'image commerciale d'Halloween. Ça peut vraiment être un bon moyen d'intégrer vos célébrations de Samhain à votre vie profane, à votre vie quotidienne. C'est une idée. Halloween, c'est plus facile de dire... voilà, moi je fête Halloween, je fais du trick or treat. Plutôt que dire, ouais, moi à Samhain, je vais à un carrefour dans un cimetière. Voilà, au bureau ça passe mieux. Donc, en parlant de cimetière, oui, vous avez le droit d'aller vous balader dans les cimetières. Si on garde un grand respect, on a le droit. Parce que c'est un endroit, évidemment, c'est le premier endroit où les âmes des défunts vont se manifester, puisque c'est le dernier endroit que leur corps a fréquenté. Donc vous allez vous promener dans les cimetières, vous pouvez faire des libations sur les tombes, bière, hydromel, cidre, ce genre de choses. Le jus de pomme si vous avez un défunt qui était en grande sobriété. Enfin, vous avez le droit de manger sur les tombes. Au Mexique, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. On se rassemble sur les tombes et on fait un festin sur la pierre tombale. C'est hyper festif, c'est dénué de toute tristesse, chouinage, gna gna gna. Au contraire, c'est vraiment super. Donc on peut intégrer un peu ça. Alors, un peu plus soft, parce qu'on est en France et que le gardien du cimetière risque de vous virer à coups de pelle de fossoyeur. Mais si vous faites ça discrètement... Alors faites ça dans la journée, puisque la nuit, les cimetières maintenant, pour la plupart, sont fermés. Et que dans la nuit d'Halloween, la surveillance des cimetières est accrue. Donc vous risquez de vous faire embarquer par la gendarmerie si vous y allez en pleine nuit. Sauf un petit cimetière de campagne. Bref, choisissez votre moment, choisissez votre endroit. Au niveau des déités, on va parler un petit peu de ça. Alors, je ne distingue pas, je suis polythéiste à l'extrême, donc j'ai pas la déesse et le dieu. J'ai des déesses, des dieux, des entre les deux. Donc, on va parler donc, de plusieurs choses.
Donc au niveau féminin, les déesses, on les honore en général, on honore les déesses qui se présentent sous des aspects vieilles femmes, comme Morrigan, Hécate, Keridwen, la Kailir, Rhiannon, tout ça, hein, toutes les déesses qui sont liées aux autres mondes. La tradition, c'est de braver sa répulsion, parce que c'est souvent des déesses qui se présentent sous des formes un peu... Et il faut s'unir à elles, hein, pour percer les mystères de la vie et de la mort. Hein, c'est l'ancien mythe celte du jeune héros qui embrasse goulûment la Kailir Bur, vraiment dégueulasse, et qui se transforme alors en une belle jeune fille qui lui révèle les secrets de l'existence. Il faut savoir que la vie et la mort, c'est vraiment les deux facettes d'une même pièce. C'est pas le début et la fin, c'est pas... c'est vraiment une pièce qu'on retourne et un cycle infini. Donc toutes ces déesses qui sont des souveraines des autres mondes ont beaucoup à nous apprendre, ont beaucoup à nous enseigner sur l'obscurité. Elles nous disent qu'il faut laisser mourir ce qui n'est plus utile dans nos vies, nettoyer nos champs intérieurs. C'est pas un processus toujours facile de se débarrasser des vieilles choses qui nous encombrent. C'est un peu comme faire un vide-grenier de l'âme. Mais il y a des choses quelquefois qui sont un peu difficiles. Mais c'est vraiment un travail qui peut porter ses fruits, franchement. Donc toutes ces déesses sont aussi des sages-femmes, dans le sens sagesse, hein, et dans le sens accoucheuse aussi, qui nous aident à venir au monde et qui nous aident aussi à passer le seuil de la mort. Donc elles sont gardiennes des seuils, elles filent, elles tissent, elles coupent les fils de la vie, comme les nornes, les parques, les fatas, etc. Donc c'est pour ça que la symbolique de l'araignée, elle est quand même prégnante. Hein. Elles sont associées aux facultés psychiques aussi, à la capacité de circuler entre les mondes. On peut faire appel à elles pour les rituels, pour la divination. Donc encore une fois, vous choisissez les déesses que vous voulez. Vous pouvez prendre des jeunes, des vieilles, bref, peu importe. Vous pouvez même en prendre d'autres. C'est à vous de voir laquelle vous sentez le plus. Au niveau des dieux, les dieux en général à Samhain qui sont honorés, ce sont les dieux guerriers qui descendent dans l'autre monde ou qui règnent sur les défunts. Donc on a le Dagda, on a Dispater, Odin, Hadès, Anubis, Osiris, etc., etc. Alors ils guident et ils protègent les défunts, tous ces dieux-là. Donc l'un des mythes fondateurs, évidemment, c'est celui du Dagda qui va s'unir à la Morrigan au-dessus d'une rivière, à Samhain, pour faire naître la vie à partir de la mort. Ou celui aussi, dans la Wicca, on a le mythe du roi Hu qui commence à mourir, qui commence à décliner complètement et qui descend dans l'autre monde, à Samhain, pour faire place nette au roi Shen à Yule. Donc c'est quelque chose que vous pouvez intégrer à vos pratiques, gardant à l'esprit que tous ces dieux, ils descendent sereinement dans l'au-delà, sans peur, jamais. Ils sachent. Je lis sachant sur mon livre, donc je dis ils sachent. Tout va bien. Monsieur Becherel. Donc ils savent, c'est mieux. Ils savent très bien que le cycle de vie, mort-vie est un cycle éternel, hein, de renouveau sans cesse. Donc on meurt avec sérénité parce qu'on sait qu'on va renaître. Donc on honore également les dieux chasseurs, donc Erne, Carnunos, etc. Puisque ces dieux sont associés à leur naissance, puisque contrairement aux chasseurs du bouchonnois, ils tuent pour nourrir, n'est-ce pas? Ils rentrent jamais brecouilles. Et à la fertilité aussi, puisqu'ils savent reconnaître les degrés de maturité du gibier et du bétail. Au niveau donc de la pratique magique, parce que c'est quand même elle qui est un peu au centre de tout ça. Les rites les plus communément admis sont, même si vous pouvez tout faire, hein, on l'a vu, c'est les rites d'augmentation du pouvoir. Donc par exemple d'accroissement de la sagesse, hein, si vous voulez, je sais pas moi, demander des révélations en rêve pour accroître vos dons psychiques, ce genre de choses, ça reste possible. L'interrogation de l'avenir évidemment, l'accueil, la communication avec les esprits de l'autre monde et le bannissement aussi. Parce qu'on va se débarrasser de toutes ces choses-là. Donc il y a une multitude de rites qui sont possibles. Après, à vous de voir lesquels vous semblent les plus pertinents et les plus adaptés à votre cas particulier. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques idées dans cette interminable vidéo et ne pas vous avoir trop saoulé avec ma voix qui commence à prendre des RTT syndrome. Et puis je vous dis à très bientôt. Joyeux Samhain, joyeux Halloween et à plus.